J'ai plus 8 ans, j'ai plus 11 ans, je suis plus cette petite fille. Il y a cet enfant que je regarde. Je n'ai plus besoin de survivre, maintenant je peux vivre. Je l'ai reconnue. Elle est là. T'es invité à ta propre vie, à la vivre, et ne plus à la rêver dans ta tête. Je voudrais lui dire qu'on a trouvé une fin, c'est fini. Quelqu'un arrive et répare, et qu'elle ne souffre plus. C'est pas qu'on passe à autre chose, plus comme ça. Je suis plus lestée, c'est ça. Plus tous les jours. C'est fini. Toute ma vie, j'ai attendu que quelqu'un vienne et me sauve. C'est fini. Je m'appelle Julie et voici mon kintsugi. Julie est ma meilleure amie depuis 18 ans. Entre ses 8 et ses 11 ans, elle a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin. En septembre 2021, son agresseur a été jugé et condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, assortie à un sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligation de soins psychologiques. Ce procès, auquel elle ne s'attendait pas et dont elle n'attendait rien, a donné à Julie un nouvel élan sur le chemin de la réparation. Ce chemin, elle l'a emprunté il y a des années maintenant, bien avant la réalisation de ce podcast, bien avant que la justice fasse son œuvre. Ce chemin, elle l'a emprunté seule, à son rythme, investissant des espaces ordinaires ou extraordinaires de réparation, de reconstruction et peut-être même de résilience. Julie appelle ça son kintsugi, d'après l'art ancestral japonais de réparation de la porcelaine brisée, qui, plutôt que de les cacher, met en avant les fissures avec de l'or. Vous écoutez Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr. Évidemment, 5 000 €, ça reste une somme d'argent, mais moi j'ai quand même cette sensation que, au regard du crime qui a été commis, qui est donc, je ne comprends pas, sincèrement, comment on peut mettre en face d'actes qui sont reconnus et jugés comme étant des crimes, des sommes aussi dérisoires. Pour moi, c'est indécent. Même si ça constitue quand même une somme d'argent, c'est disproportionné en fait. Il y a vraiment une inadéquation totale et je ne peux pas m'empêcher, même si évidemment on ne peut rien comparer, je peux pas m'empêcher de voir que face à du matériel, en réalité, on admet des sommes beaucoup plus importantes de dommages. Tout à coup, on a beaucoup moins de scrupules à mettre en face du préjudice, des sommes qui sont importantes et qui correspondent à peu près à ce qu'on imagine être le préjudice de la personne qui le subit. Et dès lors qu'il s'agit d'un individu, d'un être humain, d'un enfant, d'une femme, d'un homme, alors là, cette logique disparaît et le manque de considération qu'on a pour les êtres humains, pour le vivant dans son ensemble, apparaît. Et là, c'est des sommes qui correspondent au mépris en réalité qu'on réserve aux individus. Et c'est ça, moi, qui me rend, franchement, aujourd'hui, je trouve que ça rend dingue de se rendre compte à quel point, et aussi officiellement, on déconsidère les êtres humains. Voilà. Enfin, la justice peut pas te donner la sensation que 5 000 €, ça peut correspondre à une réparation pour 3 ans d'agression sexuelle. Je veux dire, soyons sérieux un minimum. Et là, pour moi, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est gravissime parce qu'en fait, ce sont des crimes qui laissent des traces indélébiles. Et ces personnes, en fait, elles doivent continuer de vivre avec les traces invisibles des meurtres qu'elles ont subis. Et on leur demande de se reconstruire assez rapidement et plutôt joyeusement et que ce soit pas trop cher. Et moi, je pense que, au contraire, il faut mettre beaucoup
beaucoup, beaucoup d'argent face à ces crimes, symboliquement, pour leur donner au moins la même valeur, si ce n'est personnellement plus de valeur, que ce qui concerne le matériel. Tant que la justice ne se positionnera pas en faveur de dédommagements extrêmement élevés, mais au regard, encore une fois, des préjudices qui sont extrêmement élevés et des conséquences à vie, alors il faut mettre des sommes décentes. Et pour moi, 5 000 €, ça n'est pas décent. Ça correspond en rien à ce qui a été perpétré contre toi. Après le procès, certaines interrogations persistent. C'est au procès que j'ai compris. Alors même qu'il y avait un procès, je me suis dit, mais Julie, tu ne comprendras jamais pourquoi. Lâche. Évidemment, on a des pistes. C'est un phénomène systémique. Tout est mis en œuvre pour que ça arrive, pour que cette violence, elle existe à un moment dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un qui t'est proche. Tous les paramètres, entre guillemets, sont réunis pour que. C'est mathématique, en fait. Mais au-delà de ça, il y a toujours, mais dans ma tête, je me disais, mais on n'est pas des statistiques. Il y a toujours une marge tu peux toujours différer ton action. Tout est prêt pour que tu commettes l'action. Ouais. Mais tu peux aussi décider de ne pas. Ouais. Et donc moi, je me disais, mais pourquoi lui, il a fait ça ? Et c'était pourquoi il a fait ça et c'était pas pourquoi moi ? Non, je me suis jamais demandé pourquoi moi. Non. Je me demandais pourquoi il fait ça. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que moi, à l'époque, je comprenais pas que c'était du plaisir qu'il avait. Bah oui. Je savais pas que c'était du plaisir qu'il pouvait tirer de ça. Donc je ne comprenais pas, j'arrivais pas à associer ses actions avec une motivation. Ça correspondait pas à aucune aucune représentation que j'avais. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui peut satisfaire en faisant ça ? Et en voyant sa tête au procès, je vois bien qu'il a rien satisfait du tout, en fait. Oui. Donc c'est là aussi que ça m'a encore plus fait vriller, parce que je me suis dit, mais non seulement il a rien satisfait, mais en plus il a détruit, il s'est détruit, il m'a détruit. Pourquoi ? Et là je me suis dit, tu ne peux pas. Enfin tu vois, c'est une limite. C'est des moments où je pense qu'on atteint des limites intellectuelles, physiques, métaphysiques, qui font que... tu vois, comment t'expliques le mal ? La présence du mal dans le monde, cette obsession de la violence. Bon, je pense que... Voilà, faut accepter d'être suffisamment petit pour ne pas l'expliquer, quoi. Mais en tout cas, pour moi, mais je pense aussi c'est parce que j'avais pas d'émotion, la colère n'a pas du tout effleuré la surface de ma vie, en fait. C'était par contre, en termes de pensée, waouh, ça m'a bouleversée, parce qu'il m'a amenée sur des terrains de pensée qui étaient, mais insolubles. Oui, c'est le truc que tu ne pourras jamais résoudre, quoi. Exactement. C'est le mystère de ma vie à l'heure actuelle. C'est un mystère. Dans de nombreux pays du monde est mise en place une justice dite restaurative. Comme l'explique Robert Carillo, criminologue et président fondateur de l'Institut français pour la justice restaurative, elle s'appuie sur une méthode ancestrale pourtant oubliée, avec laquelle on gérait les conflits par le dialogue dans de nombreuses civilisations. La justice restaurative est un espace d'échange sécurisé par des animateurs formés, offerts aux infracteurs et aux victimes qui, après le temps du procès pénal, restent toujours avec les mêmes questions. Pourquoi moi ? Pourquoi toi ? Comment vivre après ça ? Comment réintégrer une communauté de la manière la plus apaisée possible ? En France, la justice restaurative n'en est qu'au stade de l'expérimentation. Pour la justice française, la réparation passe principalement par le versement des dommages et intérêts, des sommes dont on sait qu'elles ne suffisent jamais à indemniser complètement les victimes. Reste que pour beaucoup d'entre elles, le procès, dans son essence, peut lui aussi avoir ses vertus. C'est ce que Julie explique à sa mère quelques semaines après le jugement. J'imaginais pas à quel point un procès ça pouvait être réparateur. Mais aussi parce que je m'étais protégée en me disant il y aura pas de procès, donc ne compte pas sur ça. Répare autrement, trouve des moyens de réparer sans que ça vienne des autres. Sauf que tout d'un coup, quand la société pointe l'acte et condamne,
Mais en fait, je pense qu'on n'imagine même pas à quel point c'est réparateur. Alors qu'en fait, c'est du symbole et du langage. Et donc on pourrait se dire, bah c'est rien. Mais ça répare que tout d'un coup, tout ce silence, toute cette lâcheté, elle est visible et devant tout le monde. Bah ouais, elle est reconnue. Ouais. Elle est reconnue. Et la personne est obligée de l'assumer devant une assemblée entière. Et en fait, mais ça c'est... Mais on peut pas l'imaginer quand on l'a pas vécu. Moi, je pouvais pas imaginer. Moi, je pensais que je pourrais parler. J'ai jamais imaginé que mon corps allait me lâcher en mode c'est trop pour moi là, en fait. J'arrivais même pas à arrêter de pleurer, tu vois. Je me disais mais arrête. Et d'ailleurs, le seul souvenir à peu près que j'ai, c'est la juge qui dit est-ce que ça vous répare justement qu'il vous ait demandé pardon? Et moi, je me souviens de même pas pouvoir dire oui et de secouer la tête en la regardant, tu vois, en la suppliant qu'elle comprenne le mot que je pouvais pas sortir. Tellement c'était... Ça, mais par exemple, j'aurais jamais imaginé que je serais dans cet état. Jamais. Je me dis qu'il y a quelque chose quand même qu'on garde en soi, ou dans l'inconscient, ou qui est vraiment, finalement, qui est bien présent. Ça t'a fait quoi, toi, Hélène, de l'avoir comme ça, Julie? À la limite, moi, j'allais pleurer aussi, quoi. C'était très émouvant de voir qu'après tant de temps, elle était aussi encore choquée, et puis, ouais, c'était dur aussi, c'était émouvant, hein, de la voir comme ça. Ben ouais, non mais moi c'est marrant parce que c'est comme si, effectivement, tu mets les choses quelque part. Tu les mets quelque part. Le corps est tellement intelligent, enfin... Je veux dire, il y a une... Eh ben, ça permet peut-être justement ce jugement d'évacuer ce que t'as à l'intérieur, et tu peux peut-être après justement dire passer à autre chose, quoi, parce que souvent c'est ce que les victimes disent, voilà, j'ai des choses à dire, et puis après, bon, bah, je vais pouvoir passer à autre chose, mais il faut que ça sorte, il faut que je le dise, il faut... Mais en plus, je sais pas si vraiment on passe à autre chose, mais en fait, c'est juste, on permet, on donne une place. En fait, c'est qu'à un moment donné, pendant quelques minutes ou quelques heures, ça a une place, et ça existe pour tout le monde et en dehors de soi. C'est incroyable. En fait, je me suis dit, mais effectivement, toutes ces années, moi, j'ai trouvé ça incroyable qu'il y ait une telle coopération, justement, entre mon corps et ma tête pour qu'ils mettent ça quelque part et que je puisse, pour me permettre de continuer à faire ma vie, malgré que ça existe. Ça existe, mais c'est quelque part, et je peux continuer à vivre, ça reste là. Je pense que c'est pas qu'on passe à autre chose, c'est que ça existe, mais on permet que ça existe, et de le regarder, mais avec moins de douleur, parce que tout d'un coup, ça a été reconnu, ça a été nommé, et ça a été supporté par d'autres que soi. Moi, je pense que c'est aussi ça. Au moment du procès, il n'y avait pas que moi qui supportais ma vie. En fait, il y avait toute une assemblée pour la supporter. Et pour dire, il s'est passé ça. Et c'était plus ma parole. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai dit les faits. C'est pas moi j'ai rien raconté. Tout d'un coup, cette parole, c'était celle des autres. Et je pense que... Non, moi, je crois pas qu'on passe à autre chose. Moi, je suis pas passée à autre chose. Mais ça permet... En fait, ça soulage. Ça soulage parce que tout d'un coup, c'est pris en charge par d'autres. Tout ce qu'on a porté tout seul pendant des années et qui était invisible et qui reste invisible encore la plupart du temps et qui le sera pour beaucoup de gens, etc., etc., et qui n'a pas nécessairement besoin d'être visible par d'autres, en fait. Moi, j'aime bien vraiment cette image de l'accident de la route, où t'es un accidenté de la route, t'as un accident en pleine campagne, personne le sait, personne te voit, tu vas pas aller chercher ton téléphone portable, tous tes organes sont par terre, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient et qui les ramasse, en fait. Et t'es pas tout seul à te ramasser, à te recoudre, il y a quelqu'un qui vient te chercher. Et t'as agonisé potentiellement pendant des heures sur cette route, et enfin, quelqu'un arrive et répare. Et ça, mais ça n'a pas de prix. Et on n'enlèvera pas l'accident, on n'enlèvera pas les heures d'attente à espérer que quelqu'un arrive, ou que quelqu'un répare, que quelqu'un supporte, mais au moins,
d'avoir donné cet espace, d'avoir permis dans ce tribunal que cette histoire, que ce fragment de vie, que cet enfant dont on parlait existe. Bah purée, mais c'est incroyable en fait. C'est juste incroyable. C'est ça qui est réparateur. Et c'est ça qui permet de dépasser ce qui s'est passé en fait. Non pas de passer à autre chose, mais d'aller en avant, de céder à l'élan vital, d'aller en avant, de continuer sa vie, et de pas s'arrêter là où quelqu'un l'a brisé, quoi. Et moi, je trouve que l'expression est mauvaise, parce que j'ai l'impression que quand on dit passer à autre chose, c'est genre, oh, zap. Mais ça existera toujours. Enfin, je veux dire, c'est des réflexes, ou même j'ai des réflexes de relation avec les gens, de jaugeage, d'estimation de danger, enfin de réflexes un peu comme ça de survie. Tout ça, ça restera. Mais oui, ça n'est plus, je suis plus lestée, c'est ça. C'est plus le corps au fond de la rivière, en fait. Je flotte un peu mieux, quoi. C'est marrant parce que donc il y a le procès, mais après il faut surtout pas reprendre sa vie, je pense. C'était une idée de Nina. Elle m'a dit, oh, quand même, faut qu'on fasse quelque chose après le procès. Bon, moi franchement, toute seule, j'aurais rien fait. Je me serais pas arrêtée. Et j'aurais pas imposé dans mon emploi du temps qu'il n'y a rien pour prendre soin de moi et partir dans un endroit, me reposer ou me restaurer, justement. Du coup, avec Nina, donc on était en Bretagne. Et en fait, Carnac, c'est trop drôle parce qu'en plus, on était aux alignements. Et je pense, rétrospectivement, que ces quelques jours au bord de la mer étaient aussi importants que ces quelques heures de procès, en fait. Et qu'ils ont été complémentaires. On pourrait tenter de hiérarchiser et de dire que la justice est plus importante que les autres expériences qu'on pourrait avoir par ailleurs de réparation, mais en fait, je ne crois pas. Et je pense que quand on se libère de cette hiérarchisation, on trouve des espaces qui nous correspondent parfaitement. Et en tout cas, bon, moi, avec la nature, c'est clair qu'il y a un lien évident aujourd'hui. En tout cas, une relation au monde qui passe à travers elle. Et ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que à Carnac, donc c'est un lieu qui est hyper symbolique puisque c'est ce lieu où donc il y a les alignements qui sont toutes ces pierres immenses dont on ne sait pas ce qu'elles représentent, dont on ne sait pas comment elles sont arrivées là, comment elles ont été déplacées tellement elles sont immenses. Il y avait une telle correspondance, il y avait une telle résonance avec ce site. Je trouve ça vraiment beau, quoi, d'aller s'aligner, se réaligner aux alignements de Carnac. C'était bien. C'était vraiment bien. Enfin, moi, ça m'a fait un bien fou, en fait. Que je mesure encore aujourd'hui, ça a changé quelque chose. Là, il y avait une douceur, puis c'est aussi ça, je me souviens qu'il y avait pas de vagues, pas de vent, donc la mer était d'une douceur, mais c'était une petite nappe, une petite nappe d'eau. Je pense que c'est intéressant d'essayer d'inventer des endroits de restauration pour soi, en fait. De rester le créateur de sa réparation et je pense que c'est quand même la meilleure manière de faire correspondre à sa vie, à ce qu'on est, quoi. Le procès, c'est une chose, mais c'est un élément parmi d'autres éléments de soins. Derrière, il faut de la restauration, il faut que quelque chose prenne soin, et moi, c'était la mer, c'est clair. Alors qu'en plus, j'ai tout le temps eu peur de la mer. Mais là, j'étais tellement bien. C'était des moments... en fait, c'était la vie. C'était tout d'un coup la vie... C'est pour ça que je pense que ça doit être dur quand t'as vécu une journée comme ça et le lendemain, tu vas travailler. C'est pas possible, ton corps, il est pas prêt. Enfin, il est éliminé en toxicité, il s'est vidé, quoi. Vous êtes contente d'avoir cette conversation? Enfin, Hélène, tu t'es contente de voir que ça l'a un peu réparé? Ah oui, je pense que le fait qu'elle soit reconnue victime et tout ça, oui, je crois que c'est important parce que sinon, oui, ça aurait été resté caché et comme quelque chose qui n'avait pas d'importance, alors que pour elle, ça a été un choc et tout, donc il fallait que ça soit reconnu et exposé, hein, c'est sûr, pour qu'on reconnaisse, oui, la gravité de ce qui s'était passé. Et puis elle, du coup, elle comprend mieux que celle l'est à ce point traumatisée, quoi. Mais c'est pour ça que moi, suite à ça, et même aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser à toutes les personnes dont on ne reconnaîtra jamais ça. Moi, aujourd'hui, c'est une chance, je fais partie des... Je sais pas, c'est quoi le pourcentage, mais... Et pour continuer dans ce truc de réparation, tu penses qu'il y a encore des étapes? Bah oui.
En fait, les choses, elles se font quand même petit à petit. On peut pas se forcer, en plus. C'est ça qui est bizarre, c'est que le temps, il est explosé. Entre le moment où tu parles, le moment où il y a un procès. Pour moi, le parcours, il est pas fini, mais il est en cours. Mais c'est marrant parce que, après, oui, je pense qu'il faudrait quand même que j'aille voir une psy à qui j'ose en parler. Maintenant, je suis en mesure de le faire. J'ai la force de le faire. J'ai la force de m'y confronter et de... Mais oui. C'est avec l'argent obtenu en justice que Julie décide d'abord d'aller voir une psychiatre et psychanalyste. Déjà, au téléphone et à l'interphone, moi je trouve qu'elle était un peu sèche. Et j'arrive dans son cabinet. Au bout de 10 minutes, une patiente sort. Et elle me dit très gentiment, là, cette fois, j'en ai encore pour une petite dizaine de minutes et je viens vous chercher. Elle vient me chercher. Elle me dit, expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous venez ? C'est quoi votre question ? En fait, elle m'a désarçonnée parce que déjà, je la trouvais brutale. C'est la première fois que je vois une psychanalyste. Donc, j'ai essayé de bredouiller que j'avais évidemment des raisons connues ou des blessures connues, des choses identifiées. Mais que là, j'étais à un moment de ma vie, à un vrai changement, que j'avais vraiment à tout niveau, que ce soit géographique, professionnel, amoureux, tout était bouleversé et tout ça. Et que ça me paraissait un moment opportun pour entamer un travail et puis essayer de me connaître un peu plus. Je lui parle de plein de choses, un questionnement identitaire, puis ensuite une séparation amoureuse, et puis etc., etc. En même temps, je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'elle voulait me pousser dans mes retranchements, tu vois. Et donc moi je me disais, je lui racontais quand même des choses intimes, quoi. Et puis elle me dit, mais je comprends pas, tout va bien dans votre vie, en fait. Mais pourquoi vous êtes là ? Donc je lui ai finalement parlé quand même du fait que parmi les changements aussi cette année, il y avait eu un procès qui était assez important dans ma vie puisqu'il venait réparer en tout cas une blessure d'enfance, agression sexuelle. Elle me dit, vous avez été violée ? J'ai dit non, c'était une agression sexuelle. C'est toujours un peu... Elle me dit, c'était qui ? C'était vous sur lui ou lui sur vous ? Enfin, les gestes, en gros, tu vois. Je lui dis, c'était lui sur moi. Avec une violence. Ouais, elle m'a dit, bon, on reparlera ça un autre moment, plus tard. Dans ma tête, je me suis dit, tu crois que parce que t'es psychanalyste, je vais te donner accès à ma vie comme ça, alors qu'elle a été profondément verrouillée, et encore aujourd'hui, même moi-même, j'y ai pas accès, parce que je te paye ou parce que t'as un statut qui fait que t'es censé savoir ma vie. Franchement, j'ai dû passer une demi-heure à l'attendre dans son cabinet et ça a dû durer moins de 10 minutes, le rendez-vous ensemble. Je sais pas si c'est parce que c'était brutal, que j'ai trouvé que c'était court, parce que j'ai été un peu surprise, que j'avais l'impression qu'elle me mettait à la porte, mais vraiment c'était ça. J'avais l'impression de lui avoir donné ma vie, dans les grandes lignes, que des choses pragmatiques, mais en même temps hyper intimes. Mais là, tu vois, c'est une nana, elle a 67 ans, je pense, dans ces eaux-là. Elle écrit des livres, elle est un peu sûre d'elle, Je l'ai pas trouvée délicate. En fait, ce que je trouve dingue, c'est que les gens n'imaginent pas le temps que toi, tu as mis à arriver dans leur cabinet. Et ils sont là, ils te reçoivent. Ok, eux, ils voient des gens toute la journée qui ont des histoires multiples, mais en fait, ils n'imaginent pas l'effort que tu as fait pour venir jusque-là. Et des fois, c'est des années avant de te dire, ok, je m'autorise à aller voir ou à faire une psychanalyse ou aller voir une psychologue. Et là, t'es dans le cabinet, tu sens que de 2 minutes, elle va décrocher le téléphone, elle va faire autre chose. D'ailleurs, elle a décroché le téléphone pendant la consultation. Puis elle a dit à la patiente qu'elle avait au téléphone, non mais dans moins de 10 minutes, je vous rappelle. Et j'étais là, ok. Donc ça veut dire que le temps que j'ai pour lui répondre aux questions qu'elle est en train de me poser, qui sont des questions fondamentales de ma vie, vont être comprises dans ce temps qu'elle estime à moins de 10 minutes. Puisqu'elle a dit à quelqu'un d'autre que dans 10 minutes, elle était avec cette personne. En fait, je me suis dit 2 trucs. Je me suis dit, elle me brutalise, mais en même temps, ça peut produire des choses. C'est-à-dire que je peux être amenée à lui dire quand même des choses, mais après, je me suis dit, non, mais ça me convient pas du tout, cette manière de fonctionner. Non. Ça me convient pas. Et je l'ai pas payée, du coup, parce que j'avais pas de cash et qu'elle voulait pas de la carte bleue. Et donc, je lui ai dit, je vous payerai la prochaine fois. Donc, je pense que je vais réfléchir, je me laisse jusqu'à demain, mais je pense que je vais la rappeler et lui dire que je vais venir la payer au cabinet, mais que je prends pas de prochaine séance avec elle. Julie ne retournera jamais voir cette praticienne.
J'attends trop de la personne qui va être mon interlocuteur, en fait. Comme je n'en ai pas parlé pendant tant d'années, je pense que c'est déréalisé ce que j'attends. J'ai des attentes beaucoup trop importantes. Okay. C'est comme si je me disais que cet interlocuteur n'existait pas. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je cherche une personnalité aussi à mettre en face, quelqu'un dont j'aime la pensée, dont j'aime la réflexion. Pas juste quelqu'un qui m'écouterait. J'ai besoin de quelqu'un dont j'aime la pensée. Et ça, c'est pas... Je veux dire, c'est rare, en fait. En fait, j'attends une rencontre. Donc, c'est beaucoup. Je suis très empêchée sur ce niveau-là. Je me rends compte que je me mets vachement de bâtons dans les roues, en fait. C'est comme que t'en as vraiment envie? Je suis pas certaine d'en avoir vraiment envie. Parfois, en réalité, quand le podcast, là, il est sorti, j'ai cru que j'allais pas... Les semaines avant et les semaines de sortie, c'était dur, hein. Et je me suis dit, ok, tu t'es bien organisée, Julie, t'as personne, là, en fait. Comment ça? J'avais pas de psy. J'ai cru que j'allais voir quelqu'un. En fait, elle m'a dit, je peux pas vous recevoir avant septembre. Et là, je me suis effondrée, hein. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Du coup, je peux compter sur personne, tant pis. Et finalement, j'ai retrouvé ailleurs des ressources, mais j'aurais pu mieux m'organiser dans ça. Parce que la sortie du podcast, c'était si dur que ça, tu me l'as pas dit? Quand même, j'ai eu des petits moments d'angoisse, ouais. Ouais. Mais lié au podcast, tu penses, vraiment? Ah complètement. Mais c'est tout, c'est un cocktail, en fait. Tout d'un coup... je m'expose avec une parole extrêmement intime qui parle de ce dont je ne voulais pas parler. Je me retrouve confrontée à quelque chose qui, en plus, me dépasse. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est dur. À ce moment-là, j'aurais eu besoin d'un psy. De voir quelqu'un à qui je pouvais dire, je comprends pas bien ce que je ressens, là, en tout cas, je me sens fragile, etc. J'ai cette habitude de n'avoir jamais été aidée. Je compte tellement sur moi-même tout le temps. Mais aujourd'hui, justement, par rapport à ça, j'aimerais parvenir à demander de l'aide, mais en tout, hein. C'est pas que là, voir un psy, ou je sais pas si je verrai un psy, mais en tout cas, arriver dans ma vie future à demander de l'aide quand j'ai un problème, ou quand j'en ai besoin. Et ne plus avoir ce réflexe de dire, je fais toute seule, je trace toute seule, j'avance, coûte que coûte, hein, ce truc, mais hyper dur. Mais ce qui est fou, c'est que je ne pense pas à demander d'aide. Ça ne vient même pas me traverser l'esprit. Je me dis pas, quelqu'un peut m'aider. Mais c'est fou, en fait. Mais on est combien à penser comme ça? Je sais pas, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est un truc de... Ouais, c'est un truc de l'enfance, hein. Je compte sur personne. Jamais. Tu vas pas bien loin, en fait. Quand tu ne comptes que sur toi. C'est pas possible. C'est un peu triste, en fait. Oui. Surtout que t'as plein de gens qui t'aiment, donc, tu vois, tu peux aussi les mobiliser. Ouais, ouais, bien sûr. Sur des trucs évidents... Comme je peux pas déménager ma maison toute seule, je vais y penser. Mais sur le reste, même si ça me prend des milliards de temps supplémentaires, je n'y pense pas. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment... C'est toujours un peu ce même truc de pas être capable d'être un peu en accord avec ses émotions. Que je trouve qui est carrément mieux qu'avant, quand même. C'est tellement arrangé. Ouais. Je suis moins dissociée aujourd'hui. Mais même, je dirais presque plus dissociée. Et ça, je l'ai vu parce que j'ai été beaucoup émue... en écoutant des gens. Et là où je me serais interdit d'être émue, pas interdit, mais là où l'émotion ne serait jamais passée, il y a quelques années, mais là, ça filtre tout de suite. Tout d'un coup, j'étais émue et je l'acceptais. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est à travers les autres, encore une fois, que je me suis rendu compte que j'avais des émotions, parce que je me suis dit, je suis beaucoup plus c'est pas que je suis plus en empathie avec leur vie, c'est que c'est comme si j'arrivais mieux à les écouter. Je les entends mieux, en fait. Il y a moins d'obstacles entre nous, et ça circule. Je comprends ce que je ressens, j'entends ce que je ressens, du coup j'entends mieux ce que ressent l'autre, et c'est hyper vertueux. Avec ta mère, genre la première conversation qu'on enregistre, vous êtes dans une pudeur, mais moi, que je trouve, de mon point de vue, c'est presque effrayant, en fait. Ouais. Ah, mais c'est effrayant, je pense, la pudeur à ce niveau-là. À ce niveau-là. Quand on est retourné voir ta mère après le procès, t'as été émue devant ta mère. Ouais. Ah non, maintenant ça passe. Les choses, elles passent, en fait. Ouais. Elles me traversent et j'accepte que ça me traverse. Et c'est tellement agréable. Ouais. En fait, j'accepte d'être dépassée. Maintenant. Et c'est un truc de sécurité aussi. Je pense que maintenant, j'ai la sécurité matérielle, affective, physique, d'être dépassée par la vie, d'être dépassée par mon existence. Je peux me risquer à nouveau de vivre parce que mon cadre, dans ma vie, c'est à nouveau
ou peut-être même pour la première fois à ce point, sécurisant en fait. Maintenant, et ça c'est vraiment un truc lié aussi au podcast, et à ce parcours que j'ai fait, à partir du moment où j'ai dit ça, c'est comme si un secret te mettait au secret pour tout. Et donc tu te tais, tu ne dis pas ce que tu penses, mais sur des choses qui peuvent sembler anodines. Tu prends ce réflexe de te taire, de pas t'exprimer, de ne pas donner ton point de vue, de ne pas t'opposer, de ne pas déranger, de prendre le moins de place possible, de tout silencier. Et aujourd'hui, je dis ce que je pense. Et maintenant, j'arrive à m'affirmer, en fait. Mais sur les sujets, j'étais un tapis, en fait. On me marchait dessus. Je disais rien. Et même si j'étais pas d'accord, même si éthiquement les choses, elles me posaient vraiment problème, je ne m'affirmais pas parce que, pour moi, c'était pas possible. J'étais muselée, en fait. Moi, j'ai vu autant de parcours que d'histoires, quoi, en fait. Il faut qu'à des moments, il y ait des pères ou des adultes de confiance vis-à-vis desquels la personne peut se dire, tiens, lui ou elle, c'est quelqu'un, je peux m'appuyer, quoi. Thierry Bobet est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris 13. Il est aussi chef du service de psychiatrie à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Il y a effectivement tout un parcours qui est aussi très personne dépendant et histoire dépendante, aussi bien pour le soin. Il y a des personnes qui sont très symptomatiques, qui ont besoin d'une psychothérapie, et dans ces cas-là, ça peut être fait tard dans la vie. C'est pas parce qu'on l'a pas fait enfant, qu'on l'a pas fait avant 18 ans, etc., qu'il y a rien à faire. Et puis il y a le parcours judiciaire, bien sûr, avec la question de la plainte, qui est quelque chose de pas évident du tout. Quand on écoute des femmes, des jeunes femmes ou des moins jeunes femmes qui sont passées par ces parcours et par le parcours de plainte et de procès, etc., il y en a que ça aide, il y en a que ça aide pas du tout. Il y en a qui se sentent plutôt plus mal après. Il y a vraiment de grosses questions autour de la préparation au parcours judiciaire, de réflexion sur ce que la victime en attend, ce qu'elle peut en attendre, ce qui viendra pas, autant de savoir d'emblée. Je vois beaucoup de gens qui s'engagent dans ces parcours-là sans même savoir ce que c'est qu'un non-lieu. Quand un juge dit non-lieu, ils ont l'impression qu'ils sont niés dans leur humanité, leur singularité, etc. Alors que voilà, c'est des choses qui devraient être évoquées. La possibilité de cette issue-là, en tout cas, devrait être évoquée avant même l'engagement dans le processus. Il va falloir répéter à plein de monde, exposer publiquement des choses. C'est un point important que cette scène se rejoue autrement sur la scène sociale avec la loi, avec tous ces aspects-là. En même temps, moi, je ne pourrais pas dire toutes les personnes qui ont été victimes doivent porter plainte, sinon elles guériront pas. Je pense qu'on peut pas dire ça. Il y a trop de différences dans les vécus, dans les histoires pour pouvoir. Et puis les psys sont pas de toute façon là pour dire il faut faire ça, sinon voilà, le ciel va vous tomber sur la tête. On est là pour accompagner le parcours des gens, essayer de les aider à aller mieux, mais ça n'inclut pas d'être extrêmement directif, quoi. Donc il n'y a pas un parcours de réparation meilleur que les autres. Mais non, il n'y a pas un parcours de réparation meilleur que les autres. Moi, j'ai rencontré des femmes, par exemple, la seule chose qui les a aidées, c'est de la danse-thérapie. Et elles veulent pas aller voir un psy. Enfin, elles veulent pas faire une psychothérapie individuelle. Elles ont pas envie d'aller raconter, encore une fois, à une personne, les yeux dans les yeux, tout ce qui leur est arrivé. Elles sentent que ça va mal en elles, et elles se remettent en mouvement autour de groupes de femmes qui dansent ensemble, qui regardent leur corps, qui font des trucs, qui s'éclatent, et voilà, pourquoi pas, hein. Est-ce que aujourd'hui tu peux dire que t'es heureuse ou pas? Ah ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de me ressembler de plus en plus, d'être au plus près de moi, en fait. D'arriver. Je m'arrive, en fait. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est comme si il y avait des obstacles, des murs qui s'effondraient petit à petit, pour arriver à quelque chose mais peut-être de tout petit, mais à l'essence, en fait. Aujourd'hui, en plus de la joie, j'ai une vie je trouve que ma vie me ressemble. J'ai l'impression de ne plus subir personne. J'ai plus de relations. Là, à l'heure actuelle, dans ma vie, j'ai pas une seule relation toxique. C'est fini. Mais je pense que c'est lié aussi à ça, au célibat. Tout d'un coup, je me retrouve toute seule.
pour la première fois depuis ma majorité. Et donc, je me dis, mais c'est quoi ma vie ? C'est quoi la vie que je veux, moi ? Et ça, tu penses que c'est lié à tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années, enfin... Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je supporte plus aucune maltraitance. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Parce que c'est terrible, mais on a une habitude, ça s'inscrit tellement puissamment. Quand t'es conditionné à la violence, tu ne la vois même pas. C'est vrai. Elle fait partie de ta vie, comme tu manges tous les jours, comme tu bois tous les jours, tu l'interroges pas. Tu te dis pas que c'est anormal. Mais moi, je repérais pas. La plupart du temps, la maltraitance que je pouvais vivre en couple, mais j'ai mis des années à la voir. Je me disais pas, mais il me traite pas bien. C'était comme ça. Et comme aujourd'hui, j'arrive à identifier les comportements qui sont maltraitants, bah quand t'en veux plus dans ta vie, il reste pas beaucoup de relations. Non, mais enfin, c'est un travail. C'est-à-dire que c'est pas gagné du tout, mais aujourd'hui, je ne suis plus attirée par des personnes qui m'écrasent. Et maintenant, je veux plus cacher qui que ce soit qui fait un truc laid. Ouais. Maintenant, je veux l'afficher, en fait. Je veux lui dire, non mais ça, en fait, ce que tu fais, c'est pas possible. Avec moi, c'est pas possible. Ça prend du temps. Ça prend vachement de temps, mais effectivement, moi, je me suis vue progresser. Ah mais de ouf. Quand tu prends quelques minutes pour te dire, bon alors, qu'est-ce qui a changé, tu fais énormément de choses. Énormément de choses. Et là, en plus, je trouve que le procès, il a eu un rôle, je sais pas comment, il y a eu comme un symbole du temps. C'est comme si à partir de ce moment-là, la maltraitance avait été dite, dénoncée, entre guillemets, réglée. Il y avait eu un règlement de compte sur cette maltraitance. C'est comme si après ça, mais je pouvais plus en tolérer aucune, en fait. Et en plus, il reste vachement de temps, quoi. Ben c'est ça que je me dis, punaise. Il reste du temps. J'ai 28 ans, ce travail, je suis tellement heureuse de le faire maintenant. Bah ouais. Je pense que c'est jamais trop tard, je déteste, c'est peut-être le pire mot, les 2 pires mots de la vie pour moi. Trop tard. Mais comment quelqu'un de vivant peut dire ça, quoi? Je crois que pas du tout, c'est jamais trop tard, mais quand même, quand on peut prendre un peu d'avance pour se préparer des années un peu plus douces, un peu plus tendres avec soi et donc avec le reste du monde, en fait, c'est quand même pas mal. Ouais. Et là, bah, je me dis, je suis trop curieuse, je me dis, mais qui peut être la prochaine personne qui va partager ma vie? J'étais en train de penser à la même chose, j'étais en train de me dire, un petit rayon de soleil va débarquer, j'espère. Mais qui? Mais moi, je suis très curieuse, je me dis, mais qui peut être cette personne? Par rapport à la reconstruction, toi, aujourd'hui, tu l'envisages beaucoup par des moyens un peu détournés. Enfin, des moyens un peu détournés. Des moyens moins évidents, pardon. Des moyens moins évidents. Les massages, le chant. Moi, je pense que j'ai inventé pour moi un truc parce que ça me correspond. Oui. Mais c'est pas une formule, mais c'est pas du tout. Ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà. Moi, ça me correspond parfaitement parce que disons que j'essaye d'être tendre avec moi-même et je me dis, bon, de quoi j'ai besoin? Les massages, j'ai vu que ça me faisait un bien fou, mais ça fait en réalité, ce qui est horrible, c'est que ça fait un bien fou à tout le monde. Mais oui, les massages, c'est une manière de... En fait, mon corps, j'ai l'impression que depuis que j'ai ces rendez-vous réguliers, il a moins de pression parce que c'est comme si c'est un rapport de confiance, en fait. Il sait que je vais bien le traiter. Je sais que il va y avoir des moments de bien-être où tout d'un coup je vais pouvoir récupérer, être dénouée, etc. Donc en fait, déjà au quotidien, j'ai moins de stress physique. J'adorerais dire oui, mais tout le monde, allez vous faire masser. Mais la vérité, c'est que ça coûte une blinde. Ça répare mon corps d'une manière exceptionnelle. Dans le lien, j'ai totalement confiance. J'apprends à faire confiance à quelqu'un qui me touche. Donc ouais, les massages, c'est important. Mais le théâtre, c'est ça. Je pense que c'est passé par de la dépense. J'avais besoin de me dépenser, en fait. Comme s'il y avait une énergie qui avait été retenue, bloquée, en fait. Et qu'il fallait que je remette mon corps, que je rejette mon corps dans le mouvement et que j'ai pas peur de m'égratigner, que j'ai plus peur pour lui qu'il ait mal. Alors, le but, c'est pas de le faire souffrir, mais c'est de prendre le risque de faire un pas. Et donc, le théâtre, c'est remettre mon corps en mouvement. Ça a fait le job.
ce qui est génial au théâtre, c'est que t'as un cadre dramaturgique qui fait que tu décortiques la situation. Ce qu'on ne peut pas faire dans la vie puisqu'on n'a pas de temps d'avance. Donc là, tout d'un coup, t'es plus dans un temps social, t'es dans un espace sensible où tu peux construire le monde. Mais ça te sauve, ça te réconcilie. Et donc moi, je pense que ça m'a réparé parce que là, tout à coup, je pouvais être quelqu'un d'autre avant de pouvoir être moi-même, en fait. Comme tu dis, c'est des détours, mais moi, je fais que ça. Si je dois préparer, je sais pas, là, comme là, pour préparer un film, il faut que j'écrive un livre à côté, ou je suis pas en ligne droite, en fait. Sinon, je suis incapable. J'en suis incapable. Il y a toujours des chemins, et en fait, ça concorde parfaitement. On a l'impression que ça part dans tous les sens, mais pas du tout. En réalité, c'est des choses qui sont complémentaires, pour moi, en tout cas. Ma vie, elle s'est toujours aménagée comme ça, un petit chemin au détour de quand même de l'art, hein. Mais c'est vrai. Quand même, hein, c'est que la création, tout ça, c'est de la création. Inventer des moyens de survivre. Ça, je pense que c'est quand même depuis toujours. Mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le mettre en œuvre. Ouais. Mais avant, c'était mental. Ouais. C'était purement mental. Enfant, j'étais dans des projections mentales de tout. D'autres espaces, d'autres architectures, je redécoupais l'architecture, je repeignais les murs dans ma tête. J'avais pas les outils, mais je faisais tout mentalement. Aujourd'hui, mais à l'endroit de la souffrance, le cerveau, il a une imagination folle. Il peut imaginer tout. Moi, je sais que j'aimais pas la maison où je vivais. Et il y avait une maison au-dessus de la maison où ma chambre n'était pas ma chambre. Et tout d'un coup, j'avais refait une architecture. C'était magnifique. Et pourtant, quand j'ouvrais la porte, c'était bien là où je vivais. Mais je survivais de projections mentales. Et le problème de ça, c'est de vivre dans l'idéation. Ouais. Après, tu peux rester bloqué dans ta tête, en fait. Ouais. Et quand est-ce que tu vis ce que tu vois? Et là, c'est ça ma tentative aujourd'hui. Quand j'écris, quand je parle, quand je veux faire un film, c'est que maintenant, ce soit plus dans ma tête, mais que ça existe dans le monde. Et que je puisse, du coup, le partager. Sinon, c'est un piège mental et tu t'enfermes. Il faut sortir de sa tête, faut sortir de là, en fait. Ma vie aujourd'hui, j'ai plus 8 ans, j'ai plus 11 ans, je suis plus cette petite fille. Je n'ai plus besoin de survivre, maintenant je peux vivre pleinement et je peux vivre bien. Et en plus, là, je suis à un moment de ma vie où les choses, elles s'ouvrent et elles font « Entre, viens en fait ». Mais c'est incroyable. Prends place, assis-toi, on va manger, tu vois, c'est un banquet. Et t'es invité à ta propre vie. Enfin à l'habiter, à la vivre. Et ne plus à la rêver dans ta tête. Rêver d'être quelque part, rêver d'être quelqu'un, rêver pour survivre. Survivre, c'est un temps. Ouais, moi, je suis trop contente parce que je sens que ça s'est passé, c'est en train de passer. Je suis dans une transition là où les choses, elles arrivent dans la réalité. Elles se mettent en œuvre. Même ce podcast, c'est la matérialisation physique d'une pensée, de paroles, d'actions. Enfin, c'est de la matière, en fait. Et le chant, c'est un espace de libération totale des émotions. À travers mon corps, à travers le déploiement d'un effort de malade mental, où, tout d'un coup, c'est réuni. Mon corps, ma pensée, puisque c'est ça que j'avais pas compris et que je trouve magnifique. En fait, chanter, c'est mettre sa pensée dans l'espace, en fait. Donner un son à de la pensée. Et moi, ça m'émeut, mais d'une force d'arquer un discours, mais qui ne touche pas l'intellect de la personne, qui court-circuite sa raison, qui touche au cœur. Je te touche au cœur, et c'est ça que je veux, en fait. Ouais, mais oui. Si j'écris un roman, c'est pour toucher peut-être... évidemment, je vais peut-être toucher tes émotions, etc., mais je vais toucher ta réflexion, c'est ta pensée que je veux. Mais si je chante, moi, je me déshabille, mais toi, je te mets à nu aussi, tu vois. Et il y a un truc, je trouve, qui est magnifique là-dedans, et surtout dans la puissance du chant lyrique, parce que c'est tellement surhumain. Tu dois faire un effort surhumain, qu'en fait, t'atteins un degré impossible de l'existence. Chez toi, mais aussi chez l'autre. Et vous vous retrouvez dans un espace sublime de discussion, où vous n'êtes plus en train de vous dire « Mais attends, à quoi je pense ? Qu'est-ce que je réfléchis à quoi ?» T'es court-circuité, en fait. Là, tout ton bagage culturel de « oui, ce serait plus raisonnable, techniquement, non, il n'y a pas de raison. » Et en plus, évidemment, pour moi, c'est un outil de
de restauration, c'est grâce au chant que je peux habiter mon corps, sentir mes muscles, respirer à nouveau, engager ma respiration. Puisqu'il y a 2 ans, quand même, quand on me fait chanter, on me dit « Mais Julie, t'es en apnée, tu peux pas chanter. » Je me souviens de lui avoir dit « Mais j'ai honte de respirer. » Mais pourquoi ? Mais parce que respirer, c'est exister. Donc ouais, pour moi, le chant, c'est pour ça que je te disais, le chant, c'est comme un secret pour moi, et que j'offre aux autres. On essaie ? Oui, c'est mieux. C'est pas grave, on s'en fout. Le chant était mieux. Oui. Tout à l'heure était un peu trop fermé oui. peut-être. Là, je me suis fait surprendre, j'étais genre, on est où, ok. Ouais. Il y a cet enfant que je regarde. Il y a cet enfant qui me tourne le dos. Je ne vois pas son visage. D'abord, je sais simplement que c'est elle. Je l'ai su. Je l'ai reconnue. Elle est là. Comme plantée sur une plage sans contour. Elle regarde l'eau. C'est fini. Je voudrais lui dire qu'on a trouvé une fin et qu'elle ne souffre plus. Plus comme ça. Plus tous les jours. C'est à elle que je parle. Toute ma vie, j'ai attendu que quelqu'un vienne et me sauve. Sans savoir que cette personne que j'attendais, c'était moi. Le poème dont vous avez entendu des extraits dans les 7 épisodes de Kintsugi a été écrit par Julie. Retrouvez-le bientôt en intégralité. La musique qui clôture cet épisode s'intitule « Les chemins de l'amour » de Francis Poulenc. Elle est interprétée par Julie au chant et Nicolas au piano. Merci à Julie pour son immense confiance, son soutien et ses mots dont la justesse et l'intelligence me frappent à chaque fois que j'écoute nos enregistrements. Je mesure le chemin parcouru et je ne peux m'empêcher d'être émue et subjuguée par mon amie. Julie, j'ai hâte de nos prochaines aventures ensemble. Je t'aime. Merci à Aurélie Rodriguez pour son écoute attentive, ses heures de travail et sa réalisation impeccable. Merci à Christophe Caron pour son soutien et sa confiance dès les premières minutes du projet et aussi son travail d'écriture. Merci à Benjamin Septem-Ours pour son accompagnement attentif sur la musique.
Merci à Mona Delahaye pour son investissement sur ce projet. Merci à la famille de Julie pour leur confiance et leur disponibilité. Merci à tous les expertes et experts qui ont accepté de répondre à nos questions. Merci à Ina Hunt, dont l'illustration reflète parfaitement le kintsugi de Julie. Merci à Thomas Loupias pour cette composition musicale originale qui correspond parfaitement à ce dont je rêvais. Merci à toutes les voix prêtées par les équipes de Slate et pour tous leurs encouragements. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont conseillé dans le processus de création. Élise, Grégoire, Chloé, Alice, Adèle, Isabelle, René et Félix. J'espère ne pas en oublier. Merci à tous mes amis pour leur soutien pendant ce projet. C'était le 7e et dernier épisode de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr. On se retrouve d'ici quelques semaines pour des épisodes supplémentaires.